Bonjour à tous, chers étudiants en distanciel. Donc je vous retrouve après quelques semaines d'absence. Excusez-moi d'avoir pris ce temps, mais j'avais besoin de suivre mes étudiants qui passent les concours. C'est important pour eux. Donc là, je vais me recentrer sur vous puisque j'aurai plus de temps à vous consacrer. Et je vais donc en une semaine, globalement, vous donner les cours qui manquent. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Mais c'est juste que voilà, j'ai des priorités et je respecte ces priorités. Donc comme je vous l'avais suggéré dans les cours précédents, je vais vous interroger sur une demi-heure de cours. Je vous mets en situation de faire cours et pour cela, j'avais besoin de vous donner de la méthodologie de la dissertation et de la méthodologie de commentaire puisque je vous laisse le choix de faire du commentaire ou de la dissertation lorsque vous allez me proposer ce cours. Donc je vous rappelle un petit peu ce qu'il en est, même si je vous ai envoyé un message très détaillé en début de semaine dernière sur les modalités de l'épreuve. Donc rien de très singulier, mais c'est vrai que c'est un petit peu déstabilisant pour vous parce qu'en général on vous fait faire du travail sur un mode de dissertation, mais on ne vous met pas en situation de faire cours, donc c'est un petit peu différent ce que je vous demande. Donc l'idée c'est de me rédiger un cours qui équivaudrait à peu près une demi-heure de temps, ou si vous préférez de vous filmer en train de faire cours, donc là vous n'avez pas besoin de m'envoyer votre texte, et de me faire parvenir le lien de ce film. Vous avez la possibilité de le faire à partir d'un sujet de terminale, que ce soit un sujet de dissertation ou un commentaire de texte, puisque je vous laisse la possibilité de faire ce choix de l'épreuve, puisque de toute façon ce qu'il faut c'est faire un cours qui corresponde à une épreuve de bac. Je vous rappelle que l'inspection n'apprécie pas, voire condamne fermement les cours de type thématique, du genre l'art, la loi, l'État. Donc il faut traiter des sujets de type bac qui fassent intervenir les notions. Nous avons choisi avec les élèves en présentiel le programme 3 de la partie non pas de tronc commun, de philo terminale, mais de la partie d'enseignement de spécialité qui s'appelle Humanité, Littérature et Philosophie. Dans ce cadre-là, la partie 3 porte plutôt sur les questions du moi, de la sensibilité, de l'éducation, raison pour laquelle, et je vous les ai fait parvenir, vous pouvez choisir un sujet qui corresponde globalement à ces thématiques pour le cadre d'un sujet de dissertation, ou d'un auteur qui correspondrait au cadrage temporel imposé, puisque je vous ai dit que cette partie en général on l'a traitée avec des auteurs allant de la mi-18e, donc 1750, jusqu'à jusqu'à la fin de la première moitié du XXe siècle, donc on va faire 1750-1950 pour faire simple. Et donc parmi ces auteurs, vous allez pouvoir choisir aussi éventuellement un commentaire d'un texte qui porterait sur la thématique générale au programme. Donc pour ça, je vous laisse vraiment libre de vos choix. Jusqu'à présent, c'est plutôt des dissertations qui ont été choisies par les élèves, même si certains ont décidé d'intégrer des parts de commentaires à l'intérieur de la dissertation, ce qui est tout à fait possible. C'est-à-dire que si vous voulez faire un commentaire serré de quelques lignes d'un auteur à l'occasion d'un argument de votre dissertation, eh bien, c'est tout à fait possible. Donc je vous laisse relire le mail que je vous ai envoyé pour tout le cadrage que je vous impose, parce que c'est vrai qu'il y a des petits points de détail. Donc si vous avez des questions sur ça, vous me joignez par la voie d'un mail à mon adresse privée, parce que l'adresse académique, je ne la consulte pas. Et d'autre part, donc aujourd'hui, ce que je vais faire avec vous, c'est reprendre quelques éléments de la méthodologie de la dissertation, dont j'avais essayé déjà de dégager quelques enjeux à travers une approche platonicienne la fois dernière, qui abordait l'origine dialoguée de la dissertation. Et puis, dans un cours ultérieur, je vous avais proposé une approche aristotélicienne, où j'essayais de vous montrer comment l'art du péripatéiein, de la déambulation, de la marche, avait pu orienter la manière d'écrire une dissertation, c'est-à-dire d'en constituer un plan logique, progressif. Maintenant, je vais entrer dans quelque chose d'un peu plus concret pour vous montrer vraiment comment on bâtit une dissertation. Donc c'est très classique, c'est un cours de méthodologie hyper classique, je vous propose, rien de très original, mais qui vous permettra bien sûr de bâtir votre propre dissertation. Je ferai dans la suite de la semaine un cours de commentaires pour ceux qui auraient choisi cette forme-là de cours. Donc un commentaire de philosophie qui a ses spécificités propres, mais vous allez voir que beaucoup d'éléments que je vais vous dire aujourd'hui correspondront globalement à ce que j'attendrai au niveau formel en commentaire de texte. Donc ça, c'est le cours qui viendra après celui-ci. Donc une dissertation se compose d'une introduction qui elle-même est composée de 3 grands paragraphes. Il faut les respecter et bien les distinguer. Lorsque vous abordez un sujet,
l'idée est d'abord de le contextualiser. Le contextualiser, peut-être qu'on vous a parlé d'entonnoir ou d'amener le sujet. Alors, qu'est-ce que j'appelle la contextualisation? Un sujet de philosophie, ce n'est pas une question qu'on se pose tous les 4 matins, c'est vrai. Mais si des philosophes l'ont posée, c'est qu'elle est en quelque sorte en lien direct, en prise directe avec le réel. Ça n'est pas une question farfelue d'un homme qui se masturberait l'esprit. C'est une question que l'humanité s'est posée et qui a été prise à charge par des philosophes qui ont décidé de la traiter sérieusement, cette question. Donc, la contextualiser, cette question, ce sujet de philosophie, c'est montrer dans quel contexte la question s'est posée, à propos de quels faits. Donc, je vous donne un exemple de sujet que j'ai traité il n'y a pas très longtemps avec mes élèves de prépa. Je leur ai donné pauvre animal. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas classique et qui ne correspond pas à une question en style direct comme les sujets de classe de terminale, mais pauvre animal présuppose, alors j'avais mis un point, j'avais pas mis de point d'exclamation, donc je suggérais que ça n'était pas un contexte d'élocution, mais que c'était un constat, avec un point, vous suggérez un constat, alors qu'avec un point d'exclamation, vous suggérez une exclamation, donc peut-être l'expression de votre empathie ou de votre pitié à l'endroit de l'animal. Donc ce sujet, pauvre animal, je l'ai contextualisé. J'ai suggéré des points de pauvreté de l'animal. Qu'est-ce qui justifierait concrètement qu'on dise de l'animal qu'il est pauvre, qu'il est moins doté que l'être humain par exemple, qu'il est pauvre en monde et qu'il est sujet à plainte, qu'il est à plaindre, ce qui suggérerait donc l'aspect cette fois empathique du sujet. Lorsque vous avez un sujet à traiter, il s'incarne. Et ne perdez jamais de vue ce réel. Ce réel, c'est ce qui a suscité le questionnement. Kant ne s'est pas à un moment donné dit « tiens, je vais emmerder des générations d'étudiants en écrivant la critique de la raison pure ». Il a été confronté à des problèmes d'épistémologie et il les a traités. Il s'est posé la question de savoir ce qu'était sentir, de ce qu'était raisonner, quels étaient les fondements de la sensation, du raisonnement. Et à partir de là, eh bien, il a traité les problèmes qui se posaient à lui. Et il s'en est posé à tout niveau quand il a ratissé large, vous le savez, puisqu'il s'est demandé ce qu'on dit quand on dit c'est beau, ce qu'on dit quand on dit c'est vrai, et ce qu'on dit quand on dit c'est bien. Voilà. Et là, vous avez les 3 critiques. Critique de la raison pure, c'est vrai. Critique de la raison pratique, c'est bon, c'est bien. Critique de la faculté de juger, c'est beau, c'est sublime. Donc, il part du réel, c'est pas planant la philosophie. Et donc, la première chose que je vous demande, c'est de contextualiser en mobilisant des faits concrets le sujet que vous allez traiter. Deuxième approche, vous en analysez, le libellé. Le sujet, il a sa forme, il a les mots précis qui ont été choisis pour dire ceci et pas autre chose. Autrement dit, vous allez pouvoir dégager le sens du sujet que vous avez à traiter. Je vous ai donné une palette de sujets qui sont les choix des étudiants en présentiel. Vous mesurez que tous traitent finalement plus ou moins de sensibilité, de conscience, de moi, mais il ne s'agit jamais du même sujet. L'un le prend sous l'angle du temps, l'autre sous l'angle de la sensibilité au soi, l'autre sur un angle d'attaque qui est l'éducation du moi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez traiter un sujet, il aura sa spécificité. Un libellé de sujet, on ne le rabat pas sur un sujet approchant. On le traite dans sa singularité. Et pour cela, il faut être attentif aux mots qui le constituent. Si on vous dit que le moi se fabrique à partir de rencontre, eh bien le mot fabrique et le mot rencontre ont autant d'intérêt à être analysés et scrutés dans leur diversité de signification, dans leur polysémie, que le mot de moi, qui bien sûr est la notion philosophique à laquelle on a envie d'apporter des éléments d'éclaircissement. Donc tout compte, un article défini n'est pas un article indéfini et donne une tonalité particulière à un libellé de sujet. Un adjectif, un adverbe qui vient se glisser à l'intérieur du sujet transforme complètement le libellé du sujet. Je vous donne un autre exemple d'un sujet que j'ai travaillé il y a quelques années. Le pouvoir est-il nécessairement corrupteur ? Eh bien ce sujet, si vous ne lisez pas le nécessairement, vous le trahissez. Si vous traitez le pouvoir est-il corrupteur, vous n'avez rien
compris à ce sujet, qui interroge la nécessité de cette corruption. Autrement dit, est-il dans l'essence même du pouvoir que d'être corrupteur? Est-ce une nécessité ou est-ce éventuellement qu'il le devient? Et alors là, ça n'est pas nécessaire mais contingent. Donc lorsque vous allez traiter un sujet, soyez attentif à sa signification globale et dégagez-la dès cette première partie d'introduction. Donc dans la première partie d'intro, je récapitule, il y a une contextualisation du sujet et une analyse de son libellé, de sa signification, de ses enjeux. Attention à ne pas le saucissonner. Très souvent, ce que font mes étudiants, c'est qu'ils découpent le sujet en autant de mots qu'il comprend, ce qui est très maladroit. On ne saucissonne pas un sujet parce qu'un sujet a une signification globale et qu'il faut la faire apparaître. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas de temps en temps en effet éclairer l'une des notions, mais il ne faudra jamais la traiter de manière séparée. Autrement dit, je reprends ma thématique de la rencontre, si vous travaillez sur la rencontre de soi et que vous traitez qu'est-ce qu'une rencontre, puis qu'est-ce que le soi, mais que vous n'interrogez jamais ce qu'est la rencontre de soi-même, eh bien, vous n'avez pas analysé le libellé du sujet. Vous l'avez coupé en autant de rondelles qu'il y a de tranches de saucisson dans ce sujet, mais vous ne l'avez pas éclairé dans son entier. Donc, on peut éclairer une notion, mais il faut ensuite la réinterpréter dans l'économie globale de ce libellé de sujet. Ça, c'est la première partie. En général, cette première partie, elle finit par poser le libellé de sujet exactement tel quel. Autrement dit, si vous avez un sujet qui est donc pauvre animal, vous allez finir en posant, c'est ainsi qu'on peut se dire pauvre animal. Bon, vous allez de manière explicite poser le libellé du sujet. Si c'est une question en style direct, vous pouvez très bien la tourner en style indirect, c'est ainsi que nous allons nous demander si. Vous ne mettez pas une question en style direct, ça c'est possible, mais il faut être au plus près du libellé du sujet. Pourquoi? Parce que sur, 150 à 200 copies de bac que vous allez corriger lorsque vous serez professeur, eh bien vous verrez que certains étudiants n'ont pas correctement recopié le libellé du sujet. Ils sont 3 ou 4 en général sur à peu près 200. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas traité le sujet que vous aviez donné, ce qui justifie qu'ils aient traité toute autre chose. Donc vous allez pouvoir peut-être les repêcher un peu, puisqu'ils ont peut-être fort bien traité le sujet qu'eux-mêmes ont posé, mais ce n'est pas le sujet qui était donné. Donc ils seront pénalisés. Et cette vérification, moi je demande aux élèves qu'ils le fassent en 2 temps, c'est-à-dire que je leur demande de commencer leur copie en mettant le titre du sujet et de le réintroduire à la fin de la première partie d'intro. Première partie d'intro qui, je le rappelle, donc, comporte la contextualisation, l'analyse du sujet, des termes qui le constituent dans son rapport direct au sujet, à sa signification, une analyse de ses enjeux, pourquoi on se pose cette question, quel est l'enjeu du sujet, et à partir de là, je restitue mon libellé du sujet et j'ai fini mon premier paragraphe d'intro. Donc vous voyez, c'est assez long, une intro. Une intro, ça peut faire une page entière, voire pour des copies de concours CAPES agrég, ça peut aller jusqu'à 2 pages d'analyse en intro, c'est tout à fait la norme. Une fois que vous avez posé ça, la deuxième partie, c'est-à-dire votre deuxième paragraphe, va commencer. Un paragraphe, je vous rappelle, ne consiste pas en un saut de ligne, je vais à la ligne, je retire 2-3 carreaux et je commence un nouveau paragraphe. Donc c'est bien un bloc entier, une intro composée de 3 paragraphes, sans saut de ligne, mais avec un alinéa, comme on l'appelle, c'est-à-dire je vais à la ligne, je retire 2-3 carreaux. Cette deuxième étape, c'est la problématisation. Problématiser, c'est un mot qui fait peur aux étudiants parce que c'est la partie peut-être la plus difficile de l'épreuve. Cette introduction, comment on la bâtit? On la bâtit en se questionnant. Donc la première étape, ça va être de se demander quels sont les problèmes posés par ce sujet. Je tiens à préciser qu'une problématique n'est pas la reformulation du sujet. Le sujet, vous l'avez posé, vous en avez expliqué la signification, il pose des problèmes, c'est-à-dire qu'il y a en lui de l'implicite à dégager, des présupposés, des choses qui sont en creux, des problèmes qu'il engendre lui en tant qu'il est posé. Donc une problématique n'est pas la reformulation du sujet, mais bien un questionnement à partir de ce dernier, dégageant ses présupposés, la doxa qui l'interroge, le dépassement éventuellement qu'il suggère. Donc, je m'interroge sur le libellé de sujet et au départ, en effet, ce sont peut-être des questions tous azimuts que je vais poser sur mon brouillon et qui n'auront pas d'ordre. L'idée, c'est quand même de les serrer et de les poser pour que se dégage un raisonnement ordonné dans votre partie de problématisation. Excusez-moi. Et une fois que vous aurez posé ce premier questionnement, eh bien, vous allez formuler un paradoxe.
Un paradoxe, comme son nom l'indique, c'est ce qui contredit, para, contre. Doxa, l'opinion reçue sur le sujet. Autrement dit, je le fais simplement, si le sujet pauvre animal est paradoxal, c'est que l'un des présupposés contraires serait d'affirmer au contraire que l'animal est extrêmement riche. Bon. Si au contraire vous considérez que pauvre animal relève plutôt d'une doxa, autrement dit qu'on considère vulgairement que l'animal est pauvre ou plus pauvre que l'être humain, eh bien vous allez considérer au contraire que ce qui est paradoxal, c'est de lui constater de nos jours, du fait peut-être des études d'éthologie, une richesse insoupçonnée. Autrement dit, est-ce que l'animal est pauvre ou est-ce qu'au contraire il est riche? Et si nous avons pu accepter l'idée qu'il était pauvre, est-ce parce que nous le connaissions mal? Est-ce parce que nous l'avons caricaturé par anthropocentrisme? Est-ce parce que l'animal de fait est pauvre? Vous voyez que ce sont déjà 3 questions qu'on peut légitimement se poser lorsqu'on a un sujet de ce type. Bon. Alors pourquoi je prends des exemples concrets? Parce qu'une problématique, ça s'échafaude à partir d'un sujet. Il n'y a pas une problématique identique à une autre. Ça, c'est un point important. Donc c'est pour cela qu'en parallèle de ce petit cours, qui va d'abord porter sur l'introduction, puisque je vous ferai le cours sur le développement et la suite plus tard, eh bien ce cours sur l'introduction de la dissertation sera relayé par un envoi par mois sur l'adresse commune de 2 exemples de dissertation. Alors ce sont des exemples que j'ai abordés en classe avec les élèves, des exemples qui portaient sur le désir. Nous avons réfléchi sur le désir. Et donc, je leur ai envoyé 2 dissertations entièrement rédigées par mois pour leur montrer concrètement ce que ça donne, une introduction avec contextualisation, analyse du libellé du sujet, questionnement, énoncé d'un paradoxe et la suite qui vient. Donc vous aurez des éléments concrets et c'est important à chaque fois de donner des exemples parce que sinon on a l'impression de patauger dans la semoule. Donc je reviens à cette étape de problématisation. J'ai commencé à questionner et je vais devoir formuler un paradoxe. Un paradoxe qui est donc quelque chose qui s'oppose à la doxa, c'est-à-dire à l'opinion reçue. Moi j'ai un truc, alors ça vaut ce que ça vaut, mais il me semble que la formule « Comment se fait-il que, alors que » permet de poser le paradoxe. C'est-à-dire que dans une phrase de ce type-là, vous allez poser la doxa et sa contradictoire. Comment se fait-il que l'on croit à la pauvreté animale, alors même que de nos jours, nous analysons dans l'éthologie, en biologie, à quel point la richesse de l'animal est telle que nous nous en inspirons. Il y a incompatibilité entre le constat de la pauvreté animale et le fait que nous nous inspirions en permanence de lui, ce qui présuppose, vous l'entendez, une forme de richesse de sa part, sans quoi il ne serait pas l'objet de notre action ou de nos inspirations. Là, il y a quelque chose de paradoxal. Ça n'est pas le libellé du sujet, est-ce que l'animal est pauvre? Non, ça n'est pas la reformulation du libellé, c'est un dégagement de problème inhérent à ce sujet. Donc le comment se fait-il que alors que est commode. Ça n'est pas bien sûr la seule manière de poser un paradoxe, et vous verrez d'ailleurs que moi j'utilise finalement assez peu cette formule-là, c'est plutôt quelque chose que je conseille à mes élèves. Mais il faut que dans la balance soit posée une idée reçue sur cette question, contrebalancée par un discours plus profond. C'est ce qu'on appelle donc le paradoxe de para contre parapluie, contre l'époux, parapluie contre l'appui, doxa, l'opinion. Une fois que vous avez donc posé des questions qui vous ont conduit à formuler un paradoxe, la dernière étape de ce paragraphe consiste dans la proposition d'une thèse de résolution de ce paradoxe. Donc, une problématique, c'est riche. Il y a un questionnement initial qui aboutit à la formulation d'un paradoxe et ensuite une proposition de thèse permettant de résoudre ce paradoxe. Donc, je vous montrerai très concrètement à quoi cela renvoie, mais globalement, cette thèse résolutive correspondra à peu près à votre grand 3 de plan. Pourquoi ? Parce que nécessairement, c'est la partie par laquelle vous allez résoudre la difficulté. Donc ça ne peut être que la dernière partie de votre plan. Donc, j'en arrive au 3e paragraphe de cette introduction. Le 3e paragraphe, je ne saute pas de ligne, je vais à la ligne, je retire 2 carreaux. Et l'approche du plan, l'annonce du plan. Je vous en ai parlé au cours dernier sur Aristote.
Je ne suis pas dans la tête de mes élèves, ni vous dans celle des futurs étudiants que vous aurez à corriger, donc il faut qu'ils vous orientent. Et pour cela, il faut qu'ils vous donnent le plan de leur développement, d'où ils partent, où ils vont, par quel chemin ils passent. Pour cela, un plan doit être simple et logique. Il doit être composé de 3 parties, puisque nous sommes très influencés par cette idée que, philosophiquement, opposer thèse et antithèse n'est pas satisfaisant. Nous pouvons opérer une dialectisation. Alors c'est souvent peut-être à la lecture de Hegel que nous comprenons mieux ce qu'est la dialectisation. Pensez à cette dialectique du maître et de l'esclave dans la phénoménologie de l'esprit, où, après avoir posé les certitudes de part et d'autre, le maître est absolument convaincu qu'en donnant des ordres, en se faisant servir, il est maître. L'esclave est absolument convaincu qu'en obéissant aux ordres de son maître et en le servant, il est esclave. Bon, ça, c'est leur doxa, c'est leur certitude. Deuxième partie. Il se trouve que le maître est extrêmement en train de solliciter son esclave à chaque instant, et fais-moi ci, et fais-moi ça. C'est-à-dire qu'il a besoin de son esclave. Il se retrouve dans une position étonnante de domination. Il est l'esclave de ses propres esclaves. Autrement dit, sans eux, il ne sait rien faire. Il ne sait rien faire parce que, à part donner des ordres, il ne sait pas faire grand-chose. Et lave-moi ceci et fais-moi cela. L'attitude que souvent les enfants ont avec leurs parents. Ils sont là pour être servis par leurs parents. Donc, l'esclave, lui, fabrique, fait, accomplit ce que le maître lui demande. Par ce biais-là, étonnamment, il est déjà détenteur, sans en avoir conscience, d'une autonomie puisqu'il sait faire. Alors il fait pour quelqu'un d'autre. Mais le jour où, éventuellement, il aurait besoin de faire pour lui-même à manger ou ses vêtements, il saurait faire. Il est détenteur des techniques, il sait y faire avec la nature. Il est, en quelque sorte, un homme libre potentiellement. D'où une dialectisation, un retournement de situation. Eh bien, il faut conclure au fait que ces deux hommes se trompent sur ce qu'est et la liberté et le pouvoir. L'esclave se trompait en croyant que la liberté, c'était de donner des ordres et d'être servi. La vraie liberté consiste dans l'art de travailler à sa liberté, ce qu'il sait faire lui, puisqu'il s'est cultivé en travaillant pour son maître et apprend finalement à être ce qu'il pourra être. Il est devenu le maître de soi-même et non le maître des autres. Le maître va constater au contraire que sa maîtrise est illusoire, qu'il se donnait une illusion de liberté dans son indépendance, là où la vraie liberté est sans doute de l'ordre de l'autonomie. Et on a retourné la situation dans une étape de dialectisation. Un plan dialectique en philosophie est un plan élégant, mais c'est surtout un plan qui va plus loin qu'un plan binaire d'opposition frontale de deux manières de voir les choses. C'est pour cela que je vous conseillerais toujours un plan en 3 parties, plus élaboré, plus philosophique, moins frontal, et une orientation en 3 parties me semble tout à fait pertinente. Donc on va essayer de faire un plan en 3 parties. Un plan en 3 parties, qu'est-ce que c'est? C'est un bon plan dont les parties ne sont pas interchangeables. Autrement dit, lorsque vous fabriquez votre plan, tant que vous pouvez mettre votre grand 1 à la place du grand 2, votre grand 2 à la place du grand 1 et inversement, c'est que votre plan ne fonctionne pas. C'est que vous n'avez pas encore introduit la logique interne qu'il fallait dans votre plan. On en a un peu parlé dans le cours dernier sur Aristote, donc je ne vais pas non plus épiloguer. Un bon plan se bâtit selon un angle d'attaque qui va du plus simple au plus compliqué. Donc lorsque vous avez un sujet, demandez-vous si ce sujet relève d'une doxa. Dans ce cas-là, votre grand 1 sans doute exposera la doxa et sa pertinence. Puis vous ferez un pas de côté en montrant combien cette doxa est contredite par des faits ponctuels qu'il faudra identifier et qui font qu'il faut rebattre les cartes, relancer le questionnement et éventuellement réfléchir plus finement sur ce qu'on croyait être la vérité de la doxa. Donc, doxa et paradoxa. Cependant, il existe des sujets qui en eux-mêmes sont paradoxaux. Je vous donne un exemple que j'ai eu à donner il y a quelques années. J'avais donné le corps pense-t-il. Le corps pense-t-il est un sujet paradoxal. Pourquoi? Parce que d'emblée, spontanément, la doxa serait de dire que c'est l'âme qui pense et non le corps.
Donc la doxa, grand 1, serait plutôt de dire que l'âme pense et le corps exécute, par exemple. Voilà, ça pourrait être une négation. Donc je vais commencer en disant que manifestement, on est plutôt du côté de cette idée que le corps ne pense pas et que c'est autre chose qui pense et non pas le corps. Donc là, vous pouvez faire du Descartes, bien évidemment, enfin des choses très classiques, du Platon. Et une fois que vous avez pointé cette doxa, eh bien, il faut la faire vaciller. Et si nous nous trompions sur l'origine même de notre pensée, est-ce qu'elle ne doit pas davantage au corps qu'on ne l'imaginait? Donc là, on va éventuellement poser une antithèse. Ça veut dire que dans un plan, on peut partir de la doxa et la contredire par le paradoxe, mais on peut aussi faire l'inverse. Lorsque le sujet lui-même est paradoxal, je ne vais pas dans son sens en grand 1. Je vais plutôt dans le sens de la doxa qu'il conteste et je ne vais dans le sens du sujet qu'en grand 2. C'est le cas notamment sur le sujet le corps pense-t-il. Je ne vais traiter le corps pense-t-il que dans le grand 2, puisque ça contredit une doxa préalablement analysée, et ainsi de suite. Bon. Donc un plan, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on l'annonce, on le justifie. Il ne s'agit pas simplement de dire dans un grand 1, je vais faire un truc, dans un grand 2, je vais faire autre chose, et dans un grand 3, je vais encore faire autre chose. Parce que moi, j'ai besoin de comprendre pourquoi vous avez choisi ce plan. Qu'est-ce qui justifie la pertinence de ce choix-ci plutôt que d'un autre? Donc, faites attention à bien justifier le passage du grand 1 au grand 2. C'est parce que le grand 1 ne résolvait pas telle difficulté que j'ai eu besoin de le dépasser dans un grand 2 qui va exposer telle thèse. Et parce que le grand 2 n'allait pas au bout de cette idée qu'il a fallu un dernier dépassement qui sera l'objet du grand 3. On transite, on justifie son plan. Voilà pour cette première approche. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vais vous envoyer, donc je vous le disais, 2 exemples de dissertation pour que vous voyez concrètement à quoi ressemble cette introduction. Et je vous proposerai dans quelques temps la suite, c'est-à-dire comment on bâtit un développement avec la mobilisation d'auteurs, aussi d'une culture philosophique, d'exemples, l'apport conceptuel, etc. Et puis je finirai par une petite conclusion, bien sûr. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt.